Voilà, donc je continue un petit peu ces partages comme ça, comme je fais habituellement, comme je suis dans un processus d'accélération, je l'espère, de guérison. Donc, pour rappel, fin septembre, j'ai eu une opération plutôt légère qui n'est pas faite pour régler le problème, mais qui est faite pour enclencher un processus de nettoyage par lui-même dans mon corps. Du coup, tout va très très vite depuis, avec un accélérateur, voilà, depuis début novembre. Et il y a une grande bascule qui s'est faite. Moi, ma grand-mère de Guadeloupe qui est décédée cet été. Euh, et alors, depuis, bizarrement, il y a plein de choses qui se sont débloquées. Cette grand-mère, il faut savoir que je ne peux pas dire que je la connaissais vraiment de son vivant. J'ai l'impression de mieux apprendre à la connaître depuis qu'elle est décédée. Parce que voilà, pour moi, communiquer avec les morts, c'est quelque chose de normal. Et, en fait, le lendemain de sa mort, c'est le jour où, au niveau médical, on m'a donné le feu vert en me disant, voilà, on va pouvoir faire une opération. En sachant que ça fait 10 ans qu'on me dise, on ne peut pas avec cette opération en particulier. Il y a un an encore, elle n'était pas possible, c'est parce qu'ils ont des nouvelles technologies pour pouvoir agir sur mon cas. Il faut savoir que d'un point de vue médical, je fais partie des cas et c'est très compliqué de m'opérer, voilà, pour tout un tas de raisons qui vont être trop longues à détailler. Et, euh, et du coup, c'est très très intéressant, c'est que vraiment, moi j'ai l'impression que j'avais une poisse phénoménale dans tout, absolument tout, y compris dans le relationnel, les gens qui essayent d'abuser de moi, de ne pas tomber sur les bons médecins, etc. Là, je suis tombée sur la meilleure équipe médicale que j'ai jamais eue de toute ma vie, qui ont tout pris en considération, qui se sont totalement adaptés. Par exemple, j'ai pu parler de trauma, j'ai pu choisir avec les anesthésies, c'était des hommes, ils ont complètement entendu, ils ont complètement adapté le protocole d'anesthésie, avec le fait que c'est moi qui choisissais pendant tout le temps, c'est moi à tout moment qui avait le choix de dire voilà, est-ce qu'on va de ce point-là, est-ce qu'on utilise ce produit, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et c'est vraiment la première fois que je trouve des médecins à écoute et aussi tout simplement très très bienveillants. Donc il y a tout un tas de bascules qui se sont faites depuis dans ma vie. Alors bien sûr, il y a le process physique, voilà, où vraiment il y a de l'évacuation qui se fait dans mon corps, depuis fin septembre, en non-stop, avec des petites pointes régulières en fait. Tout d'un coup, il y a une thématique qui vient me chercher, pouf, ça sort. Là, en début de semaine, j'ai recontacté des viols que moi j'ai vécu, pouf, voilà, ça relâche. En fait, moi, à chaque fois, je vais recontacter des thématiques et tout d'un coup, mon utérus va relâcher du sang. Donc, je saigne depuis le mois de septembre, du coup. Mais régulièrement, quand je travaille, je fais tout un tas de travail pour fluidifier, pour que ça sorte un maximum. Euh, voilà, l'objectif, c'est d'évacuer les fibromes et pourquoi pas de faire bouger l'endométriose, quitte à faire autant se débarrasser de tout, même si l'endométriose me gêne moins. Et du coup, moi, ce que j'ai vraiment en symptômes physiques, c'est vraiment très très similaire à ce qu'avait cette arrière-grand-mère de Guadeloupe qui est à présent décédée. Et je me suis toujours dit, ce truc-là, ça ne m'appartient pas complètement parce que c'est trop similaire aux femmes de la famille. Ma mère aussi a une hystérectomie, cette grand-mère a une hystérectomie et je ne connais pas tous les dossiers médicaux parce que comme voilà, la famille a été un petit peu éclatée, j'ai pas grandi forcément là-bas, j'ai pas passé énormément de temps là-bas. Je parle pas créole, enfin, je comprends un petit peu créole mais je ne le parle pas. Donc voilà, la communication était difficile, il y a plein de non-dits, il y a plein de trucs cachés, donc je ne sais pas si j'arriverai à récupérer le dossier médical de cette grand-mère pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y a clairement des similitudes vraiment extraordinaires dans nos deux histoires de vie, de santé. Euh, voilà. Et ce qui est venu là me chercher par rapport à tout ça hier, en fait ce qui se passe c'est tout d'un coup mon corps il bloque et j'ai la douleur qui revient. Pour les femmes c'est comme bah voilà, les règles vont arriver, il y a tout qui crampe dans le corps. Moi je le conscientise, c'est les méridiens qui bloquent, comme ça, donc, et je vais chercher pour voir qu'est-ce qui se passe. Et du coup j'étais pas toute seule, on a pu discuter et dans la discussion, euh, tout d'un coup, il émerge la notion de stérilisation forcée. Et du coup, on capte pas mal de choses assez violentes, etc. Et en fait, après coup, je me dis, mais en fait, j'ai toujours su que cette grand-mère elle avait eu une hystérectomie, mais en le remettant dans le contexte des années 50, 60, 70 aux Antilles,
il apparaîtrait. Est-ce que c'était une stérilisation voulue? Je ne suis pas certaine, parce que c'est connu qu'il y a eu des stérilisations forcées dans les années 70, 60-70 de manière claire dans les dom-toms. Ça a été très très documenté du côté de la Réunion. Il y a des livres, il y a eu des enquêtes, etc. Ça l'est beaucoup moins du côté des Antilles, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte aussi, ça n'a pas été exploré, voire ailleurs. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à une époque où l'avortement était interdit en France, l'avortement était pratiqué dans les dom-toms pour empêcher les femmes d'avoir trop d'enfants, avec tous les délires raciaux et eugénistes qu'il y a derrière. Et en fait, je m'étais jamais interrogée sur cette question-là par rapport à ma grand-mère. On m'a toujours dit qu'elle avait des règles douloureuses, on lui a enlevé l'utérus à un moment donné dans sa vie, je ne sais pas exactement quand. Mais en fait, je remets ça dans le contexte. Ma grand-mère, elle ne parle pas français. Cette grand-mère-là, elle n'a pas parlé français de sa vie, elle ne le comprenait pas. Euh, Elle se retrouve chez les médecins, comment ils ont communiqué, est-ce que l'information lui a été dit clairement ou est-ce qu'elle s'est juste retrouvée à un moment réveillée avec l'information qu'on lui a enlevé l'utérus et avec plein de, voilà, de croyances bizarres qui peuvent se construire par rapport à ça. Donc, est-ce que c'était une hystérectomie voulue et médicale ou est-ce qu'il y a eu un autre contexte? Quand on connaît le contexte absolument colonial dans les îles, dans les DOM et encore récemment, hein, il suffit de prendre par exemple tous les hauts fonctionnaires qui sont au poste dans les îles généralement. Alors récemment, dernièrement, en Guadeloupe, c'était que des blancs. Et des gens qui ne connaissent pas forcément la, la culture, qui ne connaissent pas forcément le terrain de manière concrète et qui ne connaissent pas voilà, comment ça fonctionne. Moi, j'habitais à La Réunion, je sais que des gens qui sont à des postes de fonctionnaires de l'État et qui sont extrêmement racistes, vraiment profondément racistes, voire même chez les profs, des profs absolument racistes et qui ne se rendent pas compte qu'ils sont racistes. À La Réunion, j'en ai rencontré qui disent oui, ils sont nuls en français, les Réunionnais, etc. Mais débile, c'est pas leur langue maternelle, chérie, quoi. Tu peux pas leur demander le même niveau, quoi. C'est pas la langue avec laquelle ils ont appris à parler, quoi. Donc plein de biais comme ça qui sont pas du tout compris par des blancs, qui sont complètement dans leur sphère raciste et qui comprennent pas et qui s'adaptent pas, qui comprennent pas qu'ils sont dans une autre culture. Du coup, voilà, je passe aussi sur à La Réunion. En fait, à La Réunion, il y a plein de gens qui sont venus me parler, tenir des propos racistes envers les Réunionnais, comme si j'étais pas de couleur, en fait. Et moi, j'étais là, mais what? Bref, ça m'a trop énervée. Et c'est ces propos qui sont revenus plusieurs fois de la part de Blancs à La Réunion, en me disant, ouais, les Réunionnais, ils sont méchants avec les... Ils sont horribles avec les animaux, avec les chiens. Ils ont aucune humanité avec les chiens. Ils les frappent, ils les tapent et tout. Et moi, obligée d'expliquer, de me calmer intérieurement et de dire, oui, alors, sais-tu à quoi servaient les chiens pendant l'esclavage? Voilà. Et que il y a des comportements a priori, c'est pas prouvé scientifiquement, mais il y a des biais aussi chez les animaux quand tu les éduques pendant des générations à aller bouffer tout ce qui est noir et tout ce qui est esclave et toutes les peurs que ça laisse chez les humains et aussi qu'est-ce que ça crée aussi en type de comportement quand tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes sur des générations, chez des animaux aussi, quoi. Et bref, voilà, des petits exemples de racisme, de propos racistes qui m'ont été tenus beaucoup à La Réunion et qu'on peut extrapoler dans tous les dom-toms aussi, où voilà, il y a des choses qui ne sont pas posées. Donc le racisme, il est présent. Le racisme est présent en France et des gens qui vont travailler dans les îles, des gens racistes, j'en ai vu, vraiment, j'en ai très très vu beaucoup. De la même manière, au Burkina Faso, je suis allée une fois à une soirée de l'ambassade et je ne suis plus allée retourner parce que ça m'a vraiment donné envie de vomir. C'était vraiment le bon temps. Moi, j'étais vraiment là, l'impression d'être au bon temps des colonies, vraiment. Il y a des choses qui n'ont vraiment pas bougé, en fait, dans la mentalité, dans les rapports de soumission, de domination qui sont encore là. Donc, je reviens à mon propos. Donc, je remets ça. Ma grand-mère, elle ne parlait pas français. Elle ne savait pas bien remplir les papiers. Elle ne comprenait pas ça. Voilà, c'est typiquement analphabète et illettré. Même si ça ne veut pas dire ne pas intelligent, hein. Mais quand tu es analphabète, illettré, que tu ne maîtrises pas les codes du pouvoir dominant et tout, je m'interroge beaucoup sur ça. Et en fait, du coup, hier, ces questionnements m'ont traversé. Et du coup, je me suis mis. Alors, moi, j'ai le réflexe, j'ai fait des études d'histoire, j'ai fait des recherches. Donc, moi, tout de suite, je me mets en mode recherche.
Et je me rends compte que je commence à regarder, est-ce que c'est documenté sur les Antilles? C'est très 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 peu documenté sur les Antilles, ça a été documenté à La Réunion mais pas aux Antilles. Sur qu'est-ce qui s'est passé, quel médecin a pratiqué quoi, est-ce que quand ils ligaturaient les trompes et quand ils enlevaient l'utérus, est-ce qu'on demandait le consentement des femmes ou est-ce que c'était pas fait de manière automatique et voulu pour contrôler leur natalité, avec tous les biais racistes qu'il peut y avoir derrière, et eugéniques encore une fois. Ouais, je me suis interrogée, je me suis mis en recherche, et là tout d'un coup je me rends compte que bah, la stérilisation forcée, c'est un crime contre l'humanité. Et en fait, moi j'ai toujours su qu'il y a eu des stérilisations forcées dans les DOM, et voilà, en sachant que c'est documenté à La Réunion, moins ailleurs. Mais en fait, j'avais jamais pris conscience de la gravité. En fait, le fait, quand je suis tombée sur crime contre l'humanité, mon corps s'est mis à vibrer de partout. J'ai eu une grosse réaction, et à la fois émotionnelle et à la fois physique. Du coup, ça a libéré dans mon corps, comme quand j'ai pris conscience de cette notion de de stérilisation forcée pour peut-être ma grand-mère et d'autres de mes ancêtres. C'est pareil, j'ai eu un gros moment de libération et du coup ça a libéré dans mon corps et la douleur s'est arrêtée, mes méridiens se sont libérés, les chakras se sont libérés, l'utérus a relâché, etc. J'ai eu des grosses sensations dans les jambes, je suis restée collée au sol, j'ai pas pu bouger mes pieds du sol qui étaient extrêmement vibrants, chauds, pendant 1 heure en fait. Voilà. Donc c'est-à-dire quand il y a des informations de prise de conscience qui arrivent, il y a quelque chose qui circule dans mon corps et moi ça me permet de libérer. Donc je fais ça beaucoup, beaucoup en ce moment. Donc je le fais de manière générale, classiquement, en permanence, mais en ce moment c'est accéléré et ça va très 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 vite. Voilà. Et du coup j'ai une autre libération quand je me suis rendu compte, c'était presque comme sortir du déni et de se rendre compte de la gravité en fait. J'ai toujours cette conscience que ça n'a pas été normal, ce qui a été fait dans les dom-toms n'était absolument pas normal, de la même manière, peut-être que vous ne savez pas du tout, les gens qui sont dans les dom-toms le savent, les parents ne donnaient pas le nom principal pendant tout un moment dans les dom-toms. On mettait le nom de l'état civil, le nom du saint du calendrier pour les personnes. D'où vous avez des gens qui s'appellent Sainte-Victoire, Fête Nat, etc. Voilà, donc après, heureusement, c'est les anciens et heureusement, ça a changé, mais il y a eu tout un contexte. C'est comme si on avait maintenu un contexte de colonie et d'esclavagisme très fort sur ces populations-là pendant très longtemps, donc qui se perdure aussi avec les scandales du chlordécone et d'autres scandales de pesticides dont on parle. On parle du chlordécone, mais il y a d'autres pesticides voilà, qui tuent les sols et qui créent des tas de maladies et qui tuent les gens dans tous les dom-toms. Et voilà, j'ai eu une grosse sortie de déni en me rendant compte, ok, c'est un crime contre l'humanité, ça a été pratiqué par la France dans ces îles, dans ces territoires d'outre-mer et départements d'outre-mer, et il n'y a pas beaucoup de pays européens qui se sont permis de faire ça, c'est typique. Les gros équivalents, bon, alors c'est le Japon qui a pratiqué à d'autres époques, et pendant la guerre notamment, ou avant la guerre. Alors, ça a été fait de manière massive sur les populations indigènes, amérindiennes, au Canada et aux États-Unis. Voilà, et sur les populations handicapées, considérées classées handicapées mentales en Europe aussi, et qui perdurent peut-être aussi à l'heure actuelle, avec des situations pas toujours claires également. Et bien sûr, les nazis l'ont fait à plus, ont pratiqué ça de manière très très massive, les nazis. Donc voilà, donc j'ai eu un espèce de choc de me rendre compte, de mettre des mots en fait. C'est comme quand une femme s'est fait violer, mais elle met le mot viol dessus. Et là, même si je savais que c'était, voilà, que mes ancêtres ont pu subir des stérilisations forcées et qui, moi, dans ce que je capte énergétiquement, ont pu être violentes. Et je ne sais pas si mes ancêtres indiennes n'ont pas eu aussi ça à un moment donné, mais je trouve pas trace historique de ça. Mais en tout cas, si je fais confiance à mon intuition, à ce que j'ai capté, j'ai des ancêtres indiennes aussi qui ont subi des stérilisations forcées dans le passé. Je sais, voilà. Donc je vais chercher pour essayer de clarifier ça. Et voilà, en tout cas, voilà, j'avance comme ça. J'avais envie de le partager, de le poser, ce qui fait qu'hier j'ai posé cette histoire d'histoire et mémoire cellulaire des Antilles. C'était une vidéo que je voulais faire depuis longtemps et c'était comme si ben, l'information des stérilisations forcées, ça clôturait, c'était la dernière information qu'il fallait que je pose dans cette vidéo-là. Donc voilà, donc mon corps a libéré, j'ai pu dormir sans douleur cette nuit. Voilà, donc ça va, ça vient. Je voulais le partager, je pense que même si vous n'êtes pas concerné par ces histoires de stérilisation forcée, de violence par rapport aux utérus des femmes, sur les avortements interdits en France,
pendant tout un moment sur les accouchements et toutes les violences obstétricales, sur le fait que bah, on cherche à faire en sorte que le corps des femmes ne leur appartienne pas à travers toute la maternité et toute la grossesse. Ce sont des thématiques qui sont très présentes dans les arbres généalogiques. Euh, voilà, et je vous décris le processus qui se joue à l'intérieur de moi. Peut-être que ça peut vous aider aussi si vous êtes en chemin, si vous avez des choses à libérer. Il faut savoir que j'ai beaucoup déjà travaillé sur ma lignée parce que moi, dès qu'on m'a dit endométriose, en sachant qu'il y a des problèmes gynéco chez toutes les femmes de la famille, dans les ancêtres, c'est récurrent. Moi, le premier truc que je suis allée voir, c'est de travailler en psychologie analogie, en constellation familiale. J'en ai fait beaucoup depuis 10 ans. J'en ai fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je n'avais pas conscientisé ça et c'est ce qui m'a fait descendre aussi dans toutes les violences sexuelles, qui m'a fait comprendre, qui m'a emmené à comprendre toute la structure du patriarcat, du capitalisme, des colonies aussi, quand on est une femme de couleur, ce qui était le cas de mes ancêtres colorés et de moi, on subit beaucoup plus, beaucoup plus. Du coup, j'ai fait aussi une corrélation aussi avec toutes les violences médicales et abus médicaux que j'ai subis. J'en ai subi énormément. Je bats tous les records du diagnostic d'endométriose, très clairement. J'ai pas rencontré quelqu'un qui a qui a un temps de diagnostic d'endométriose aussi long que moi, très clairement. Je bats absolument tous les records. On sait qu'il faut plusieurs années avant de poser le diagnostic et Dieu merci, c'est en train de bouger, mais je bats absolument tous les records. Vraiment, non écoute des médecins, des gars avec de l'ego, des gens maltraitants, des gens à qui j'aurais pu foutre des procès au cul, et des gens qui ont failli me faire mourir. Voilà, et j'en passe. Et l'opération que je viens d'avoir, c'était avec une femme, avec une équipe jeune, et c'était la première fois que j'ai tout l'ensemble. J'ai eu des médecins positifs, généralement pas en France. En Burkina, j'avais aucun problème avec les médecins. À La Réunion, j'avais aucun problème avec les médecins. En Guadeloupe, j'ai eu aucun problème avec les médecins. En France, généralement, j'arrive, je me fais engueuler, je me fais rabaisser, je me fais humilier, etc. T'as pas le droit de choisir ton protocole de soins, etc. Enfin, ils sont complètement cons, complètement débiles. Massivement, c'est vraiment très très massivement là. Et là, vraiment, c'était une bascule. L'équipe était jeune. J'étais suivie par 2 anesthésistes hommes qui ont complètement été justes, adéquates. À aucun moment, je me suis sentie mal avec ces médecins-là. Alors que vraiment, ça a été courant pour moi tout le temps, en fait. Et là, vraiment, la médecin, c'est une femme. Elle a un fort caractère. On sent aussi, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Mais voilà, c'était vraiment un cadeau du ciel de tomber là-dessus. Et vraiment, la corrélation avec ce que ma grand-mère, qui vient de décéder, qui avait la même chose que moi, qui a subi une hystérectomie, voilà, qu'est-ce qu'elle a pu subir elle aussi de la part du, euh, du corps médical, certainement majoritairement blanc, du coup en Guadeloupe, dans un contexte de post-colonisation et raciste encore très très présent dans les îles. Et moi, ça fait pas très longtemps que j'ai aussi conscientisé que vraiment j'ai subi plein de choses parce que je suis une personne de couleur, parce que je suis une femme de couleur. C'est vraiment la double peine. Et que moi, pendant très longtemps, j'ai pas voulu y croire parce que je croyais à la compétence. Et je sais que je suis compétente. J'étais une très bonne élève à l'école. Je sais que voilà, intellectuellement, j'ai rien à prouver à qui que ce soit. Euh, et, euh, et, mais voilà, toujours d'être abaissée, toujours d'être prise pour une débile. Voilà, plein de situations, je ne vais pas faire la liste. Mais surtout aussi qu'il y a un contexte, c'est un petit peu comme de la manipulation, parce que tout le monde te dit en France, oui, non, c'est pas possible. Moi, j'étais dans les manifs, voilà, quand Le Pen a été au premier tour pour la première fois, et tout le monde tombait des nues, genre, ah mon Dieu, il y a des gens racistes en France, et et il y a une espèce de déni collectif. Alors, moi, je suis dans je suis j'habite le vaste champ de déni collectif de la France et je trouve que la France est très très douée pour le déni de manière générale. Je crois que c'est vraiment ancré dans la culture, il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a des grands intellectuels qui le précisent. On n'a pas de racisme, ça n'existe pas. On n'a pas d'inceste, ça n'existe pas. On n'a pas de viol, ça n'existe pas. On a un paradigme comme ça social qui est vraiment extraordinaire. Alors du coup, quand tu dis t'es raciste, ah oui, non, tu en fais trop. Alors déjà, quand t'es meuf, déjà, il faut fermer ta gueule. Déjà, quand tu commences à dire que voilà, t'as subi du racisme, oui, non, tu te fais des idées, etc. Blablabla. Parce que du coup, moi, j'aime bien être en Provence, parce qu'en Provence, les gens, quand ils sont racistes, sont clairs. Tu sais où tu en es. Mais de manière générale, sinon, tout le monde te dit, oui, non, c'est pas vrai, tu te fais des idées, blablabla, cette espèce de racisme ambiant où les gens vont pas te traiter de la même manière, mais vont jamais te dire clairement.
il n'y a jamais des mots racistes concrets qui vont être posés. On est toujours un petit peu à la frontière, espèce de racisme non assumé, mais complètement ancré et inhérent en fait du coup. Donc voilà, je voulais déposer un petit peu tout ça là. Il y a un petit incident chat qui est passé dans le coin. Voilà, et voilà, je partage ça. Peut-être que ça peut parler dans vos lignées. Alors peut-être que vous n'êtes pas du tout concerné par ce genre de thématique. Voilà, y compris le racisme. Voilà, je sais qu'il y a il y a des gens de toutes les couleurs de toute façon qui me suivent. Et moi, personnellement, on s'en fout. C'est la personne qui compte. Y compris homme-femme. Moi, j'ai toutes ces étiquettes. Voilà, le racisme, comme le misogynisme, tout ça, d'un point de vue intellectuel, c'est débile. Je veux dire, c'est pas construit, ça n'existe pas. Donc moi, de prime abord, je me dis c'est débile. Après, bon, ok, il y a des gens qui fonctionnent comme ça, donc il va falloir prendre en considération, du coup, ces biais-là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aidera. À chaque fois que je pose une vidéo, il y a la vibration qui vient, qui accompagne aussi avec. Surtout que là, voilà, c'est des processus de libération. Donc moi, je suis habitée par ces énergies-là qui passent à travers ce que je raconte. Et voilà, je vais faire d'autres vidéos parce qu'il se passe beaucoup de choses. Ça, par exemple, c'était juste un aspect de la chose qui s'est passé en une journée. Voilà, je vous souhaite des libérations si vous en avez besoin. Je vous souhaite du calme si vous en avez besoin. On est en automne pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord et en France. Voilà, profitez bien, quelle que soit la saison, où vous soyez. Voilà, transgénérationnel, c'est vraiment... voilà, je suis hyper contente de me libérer de ça et j'ai vraiment un regard et un rapport complètement différent sur cette grand-mère. Cette grand-mère était taxée de sorcière un petit peu parce qu'elle pratiquait ce qu'on appelle le gadet des affaires en Guadeloupe et aussi parce que mon père qui m'a violée avait des propos particulièrement dégueulasses envers elle. Donc aussi, du coup, on était assez coupés, on était biaisés dans la relation avec elle. Il est allé jusqu'à la traiter de prostituée ou de pute. Enfin voilà, c'était vraiment... voilà, je me suis toujours érigée contre ça, mais bon, voilà. Hein. Un violeur, un incesteur est un incesteur et un violeur est un violeur. Voilà, c'est pas des gens sympathiques. Voilà, donc des changements de regard par des biais. Ma grand-mère, c'est quelqu'un, je suis sûre, je n'ai aucune garantie, mais qui a vécu des viols. Et elle est issue, je suis persuadée qu'elle est issue, alors c'est d'un point de vue médiumnité, et aussi parce qu'il y a un énorme cafouillage sur son état civil pendant les premières années de sa vie, où clairement il y a quelque chose à cacher. Visiblement, elle est soit issue d'un viol, soit elle est issue d'un inceste. Je ne sais pas lequel des deux, je n'arrive pas à le voir de manière très claire, et je suis sûre qu'elle a vécu beaucoup de viols durant toute sa vie, et tout ce patriarcat dégueulasse, et aussi tous les comportements des hommes. J'en ai parlé dans d'autres vidéos sur Histoire mémoire cellulaire des Antilles. La sexualité et la sexualité des hommes aux Antilles, à l'heure actuelle encore, est vraiment marquée, à mon sens, de l'héritage de comment la sexualité des hommes esclaves a été utilisée, comment le corps des hommes, comment la sexualité, comment le sexe des hommes a été utilisé dans le système esclavagiste. Et il y a des traces encore dans les comportements des hommes, à la fois dans leur sexualité, à la fois dans leur relationnel, et bien sûr dans les rapports hommes-femmes, du coup dans ces espaces post-esclavagistes, voilà, dans les dom-toms pour la France et au-delà aussi, voilà, pour tous les espaces qui ont été marqués par ça, avec des dialectiques un petit peu différents dans les pays qui ont été colonisés, voilà, où il y a des dialectiques assez similaires, mais bien que différents, avec tout l'imaginaire dégueulasse sur les femmes des îles sont des femmes faciles, tout l'exotisme posé sur les femmes de couleur, voilà, sur les Africains ont des grosses bites, etc. Il y a toute une construction imaginaire totalement fausse, totalement biaisée, qui a été posée, qui perdure absolument et totalement, parce que dans le porno à l'heure actuelle, c'est absolument présent, les Asiates, les beurres, les beurrettes, enfin voilà, je rentre pas dans le détail, c'est juste dégueulasse. Et moi, j'aime bien préciser que le porno, c'est pas du sexe, c'est juste de la violence sexuelle. Hein. Si vous n'êtes pas au courant, renseignez-vous. Il y a un mouvement de MeToo chez les actrices porno. La majorité du temps, ce qu'elles vivent quand les films sont tournés, c'est pas des choses qui se passent avec consentement. Et c'est massif.
Et alors, ça commence à bouger dans les lignes, mais c'est très difficile à faire bouger. Le porno ne peut pas servir d'éducation sexuelle parce que ce n'est pas du sexe, ce n'est pas de l'amour, c'est juste de la violence sexuelle. Voilà. J'ai déjà milité sous couvert de, quand j'étais prof, j'ai déjà eu des longues discussions avec les ados, etc. Voilà, il y a vraiment toute une éducation à refaire par rapport à ça. Et bien sûr, moi, en tant que victime de violences sexuelles, descendante de peuples, de lignées qui ont vécu ces violences sexuelles de manière horrible, atroce, si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo que j'ai postée hier sur Histoire des mœurs cellulaires aux Antilles pour comprendre l'horreur qui a été vécue. Et je dis pas que c'était pas présent sur d'autres terrains. Hein. Moi, j'avais fait une précédente vidéo sur Histoire et mémoire cellulaire de Vendée, et les rapports sociaux étaient extrêmement hiérarchisés. Moi, je sais que mes ancêtres qui ont été domestiques, pour compléter leur salaire, qui étaient domestiques dans des châteaux en Vendée, le droit de cuissage, il était encore présent il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, dans ces espaces-là. Voilà, donc... donc voilà, de plus en plus féministe, encore et toujours plus. L'énergie, la libération, tous les processus que je fais, toutes les personnes que je reçois en soins, que ce soit hommes, femmes, autres, etc., tout m'emmène là-dessus. Les énergies d'Isis, voilà, qui sont un petit peu le cœur de mon travail, m'emmènent là-dessus. Vraiment à prendre conscience de tous ces mécanismes sociaux. Ça m'emmène vraiment sur des choses concrètes de la société. Tout le travail énergétique que je fais ne me laisse pas dans l'énergie, me laisse vraiment à ouvrir les yeux, faire des focus, regarder la réalité en face. C'est un petit peu comme de lever des voiles, lever la Maya. Je pense que Kali, le Isis Kali, dans l'énergie d'Isis Kali et Samsara, vraiment présente, parce que du coup, cette notion de voir la réalité telle qu'elle est aussi, conscientiser tout ça, voir, et ça je le dis, je le redis, tous ces mécanismes-là, sociétaux globaux, ils sont présents dans la spiritualité, dans le développement personnel. Donc faites attention. Des hommes complètement ancrés dans le patriarcat qui sont thérapeutes, il y en a plein qui abusent, et aussi des femmes aussi, bien entendu, qui ne respectent pas toutes ces choses-là. C'est pas que dans la spiritualité, c'est de manière globale. Faites attention à vous, discernement, esprit critique, vous êtes votre propre maître et c'est vous qui décidez, et vous ne devez pas laisser qui que ce soit vous autodéterminer et vous définir, du coup, parce que ça, toujours, c'est des prises de pouvoir, c'est de l'emprise, etc. Voilà, faites attention à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour d'autres. J'ai encore plein de choses à dire, mais j'essaye d'être cohérent dans les thématiques et de ne pas faire un énorme fourre-tout dans chaque vidéo qui durerait 2 heures. Mais il y a ces processus-là qui sont actifs, très forts et qui continuent. Je vous embrasse, merci de me regarder. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à poser des questions. Plus on partage les uns les autres, plus on avance ensemble. Voilà, ce que je traverse, je sais que ça peut servir collectivement, à la fois individuellement sur cette certaine libération pour comprendre certains processus, etc. Aussi d'un point de vue juste vibratoire et aussi collectivement sur comment on fait ensemble. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent qui sont complètement ancrés dans les mêmes thématiques que moi, d'autres absolument pas. C'est toujours intéressant, voilà, de croiser les regards, croiser tout ça. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos.